Bonjour Stone. Bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, C'est gentil. Conscient, qui est dédiée au bien-être, à la spiritualité, à Mhm. l'accomplissement de soi. Vous imaginez vraiment donc sous les feux des projecteurs à Ah chanter oui, des oui, chansons. complètement. Est-ce que vous composiez aussi des Non, trucs pas comme du ça? tout. Non, j'ai jamais composé quoi que ce soit. Non, non, non. J'écrivais pas mal de textes, mais j'ai pas composé. J'étais vraiment complètement obnubilée par la chanson, pas que la chanson, le cinéma, le théâtre. Et vous êtes aujourd'hui, vous êtes actrice aussi. Ah ben j'ai beaucoup fait de théâtre. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Oh, aujourd'hui, il y a longtemps, puisque c'était voilà, la première fois avec mon amie Charlotte Julien, ça remonte à les années 80, donc c'est une vieille histoire. On a joué une pièce pendant 1 an et demi, toutes les deux, à Paris. C'était toute l'année 80, donc c'était aussi une belle expérience. Pour moi, la chanson, bah, depuis le temps que je chante, évidemment, c'est facile, quoi. Il n'y a pas de... Une fois qu'on connaît la chanson, c'est rien, parce que le théâtre, oulala, c'est du boulot, hein, c'est beaucoup plus astreignant, beaucoup plus compliqué, surtout quand on est bien sûr dans une troupe avec plusieurs comédiens et comédiennes. En plus j'ai la chance depuis, bon, bien sûr forcément au fur et à mesure que les décennies passent, d'avoir des gens qui me suivent, et puis j'ai beaucoup évidemment de gens de mon âge, ce qui est normal. Toute notre génération ont cette chance, enfin toute la génération a cette chance de continuer à pouvoir chanter les tubes d'avant. Ce n'était pas le cas, ne serait-ce que la génération d'avant. Avant, on passait 60 ans, ça y est, on était vieux, on était foutus, c'est même pas la peine d'envisager quoi que ce soit. Maintenant, je constate que quand je vais voir des spectacles, ils sont déchaînés, hein, toute la bande, là, les seniors sont très en forme, et on a cette chance, nous, toute cette génération-là, de continuer à nous produire, et en plus c'est toujours des moments formidables parce que les gens ça remonte toujours à des souvenirs joyeux, les chansons, c'est ça qui est formidable. Les anniversaires, les mariages, tout ce qu'on veut, c'est toujours en rapport, tout le monde a dans la tête une chanson. En plus c'est des rencontres en même temps, je veux dire les slows, maintenant il y en a peut-être moins, je ne suis pas au courant, mais les slows à l'époque c'est ce qui rapprochait les gens, et on a tous un slow de préférence qui a été le déclencheur d'une idylle future ou d'un mariage ou quoi que ce soit. Ma maman aussi avait eu sa petite carrière dans sa jeunesse de chanteuse, et ma mère aussi d'abord elle avait une superbe voix, contrairement à moi, elle avait appris la musique, elle avait appris à chanter, et elle a été un peu frustrée de ne pas continuer. Et j'ai un peu fait la carrière qu'elle aurait pu faire elle. Voilà, j'ai repris un peu j'ai continué sur la lancée. Par rapport à votre famille, oui. Vous parlez de votre frère Christian. Oui. Donc vous étiez 4 enfants, oui. Et votre frère Christian était un peu le souffre-douleur, oui. pas qu'un peu, le souffre-douleur de votre père. Et il a une vie compliquée, vous le dites. Il a sombré dans l'alcoolisme, oui. il a tenté de se suicider. Et à la fin de sa vie, il faisait du jardinage. Et là, il semblait beaucoup plus heureux qu'avant. C'est ça. Et du coup, est-ce que comment vous analysez justement le fait que votre vie, vous trouvez qu'elle s'est passée sous une bonne étoile, oui. Et que la sienne a été douloureuse? Mon frère malheureusement est tombé sur à un moment où je ne sais pas ce qui s'est passé. Avec mon père, ça s'est mal passé, et il a eu une vie épouvantable, c'était affreux. Moi j'ai bien essayé de le sortir de là, puisqu'il a vécu avec nous quand je me suis mariée avec Eric. On l'a un peu pris sous notre aile pendant quelques années, mais c'est vrai que ça a été très douloureux, parce que, on le sait, je veux dire que les enfants qui ont été malheureux dans leur jeunesse ont beaucoup de mal à devenir des adultes équilibrés. C'est très très dur de s'en sortir. Alors bien sûr, on bascule dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans des choses, des espèces de béquilles à se raccrocher, mais ça simplifie rien, loin de là. Et c'est ce qui s'est passé pour mon pauvre frère, quoi, qui était pas... En plus, c'était un garçon tout à fait gentil, doux, comme souvent. C'est sûr que s'il avait été un peu plus méchant et tout, il n'aurait pas vécu cette vie-là. Mais c'est souvent les souffres-douleurs qu'on prend ces gens-là parce qu'ils se laissent faire. C'est toujours une question de génération. Mon père avait déjà subi ça avec son propre père, et il n'a pas pu se dégager de ça. Il fallait qu'il le fasse subir à son fils. Son fils, donc mon frère, était le portrait craché de son père, quoi. C'était fou. Donc il a tout reporté, il a refait, disons, ce qu'il avait vécu lui. Moi j'ai eu cette chance, justement, étant l'aînée, d'être la première attendue de mes parents, c'est vrai que ça aide. Puis surtout à l'époque, bien sûr, on n'avait pas de contraception, ma mère souhaitait 2 enfants, elle en a eu 4. Mais mon frère Christian, qui était donc le deuxième, normalement,
il était également souhaité et tout, mais bon, ma mère l'adorait, mais mon père avait des grosses difficultés avec lui, quoi. Bah, ça, c'est le cas de beaucoup de familles, je crois. Hein. C'est quand on creuse un peu le truc, on se rend compte que ça arrive à énormément de gens. Et voilà, donc ce qui est affreux, c'est de s'en prendre à un gamin, quoi, qui est pour rien. Et comme on avait une petite différence d'âge, bah, quand il a eu 20 ans, on l'a un peu, récupéré et on l'a pris sous notre aile avec Eric. Ça a été... En plus, il adorait la photo, donc il était l'assistant d'un grand photographe de Salut les copains, Tony Franck, et il a vécu quelques années formidables, quoi. Mais bon, lui, son rêve, c'était les petits oiseaux, les fleurs, les arbres, c'était tout ce qu'il aimait. Et mon père l'avait mis chaudronnier, alors c'était une horreur. Donc, dès qu'il a grandi, qu'il a pu après prendre sa vie en main, il a fait des études pour être jardinier, et il est devenu jardinier jusqu'au bout. Il a fait le métier qu'il souhaitait, ce qui est formidable. C'est ça aussi qui lui a permis de sortir de l'alcoolisme ? Oui, bien sûr, oui, bah oui, parce que là, le médecin qui consultait lui a dit, là maintenant, stop, là, faut arrêter. Donc il a totalement arrêté pendant de très longues années. Et ce qui est affreux, c'est qu'il est mort justement relativement jeune. Je crois qu'il avait 56 ans, quelque chose comme ça. Parce qu'un soir de réveillon, on a l'impression que c'est incroyable, mais ça existe. Moi, on me l'a raconté, hein, j'étais pas là, mais il avait réuni quelques amis chez lui. Et évidemment, il buvait plus d'alcool depuis des années. Et puis quelqu'un lui a dit, allez Christian, juste, hein, on trinque, allez, bonne année et tout ça. Et il a avalé vraiment une demi-coupe de champagne et il est tombé, il est mort, direct. C'est quand même fou. Ah, ça a été, mais radical, la crise cardiaque instantanée. Moi, je l'ai su par sa compagne de l'époque. Elle m'a dit, mais on n'en revenait pas, quoi. Et vraiment, c'est... Il n'avait pas eu d'antécédent de... Non, rien du tout, c'est ça qui est fou. Ouais, mais bon, il était sous médicaments, bien sûr, alors sans doute que les mélanges ont pas été ce qu'il fallait, quoi. Et du coup, voilà, ça a été radical, il est parti comme ça. Alors là, j'aimerais vous parler de l'acceptation de soi et du corps. Ah vous le cachez pas, vous avez fait la chirurgie esthétique. Et est-ce que ça vous a permis d'être plus à l'aise avec votre corps ? Ah oui, bien sûr. Ah bah moi, je suis tout à fait partante pour améliorer ce qui nous déplaît. Parce qu'il n'y a rien de pire que se remettre dans la glace tous les matins. Bon, je parle aussi en fonction de l'âge, hein, parce que c'est sûr que ça ne s'arrange pas en vieillissant. Mais même quand on est plus jeune, quand on a un problème physique, c'est un truc qui empoisonne la vie. Ça, c'est quelque chose de récurrent pour beaucoup de gens. Et de passer son temps à se dire « Oh là là, la sale gueule que j'ai, oh là là, ça va pas, c'est insupportable. » Donc à un moment donné, il faut dire « Bon, stop. » Surtout maintenant, on a quand même la chance d'avoir des gens compétents en la matière, c'est quand même important. Et à partir de là, bon, on se dit il faut remédier, quoi. Il faut enlever le problème qui se pose. Mon mari, par exemple, il avait des poches sous les yeux, il supportait pas les poches, ça faisait vieux, bah, il a été les faire enlever, depuis il est très content, il se trouve vachement mieux. Et quand on a la chance d'avoir des sources par d'autres personnes qui sont passées par là et qui te disent vas-y, tu es tranquille avec lui, ça sera, ou elle, ça sera formidable. Donc il ne faut pas hésiter à passer à l'acte, parce qu'après, dans le moral, dans le mental, ça va beaucoup mieux, à tous les niveaux. Mais j'admire les gens qui, justement, s'ils se supportent comme ils sont, avec des défauts, quels qu'ils soient, et qui sont très bien comme ça, tant mieux, je veux dire, si ça gêne pas. Mais moi, je sais que personnellement, je préfère, allez, se débarrasser du souci. Quel rôle tient la spiritualité dans votre vie ? Ah, une vaste question. Bah, pas mal. Un rôle important parce que d'abord, je suis assez intéressée surtout par ce que disent les autres, quoi. Disent les spécialistes de la question, bien sûr. J'adore Inexploré, bah voilà, je suis copine avec Stéphane Alix, qui est le rédacteur en chef. Il y a plein d'articles dedans qui me passionnent, quoi. Ils sont tellement plus, comment on peut dire, plus intéressants que la plupart des articles qu'on trouve dans les magazines traditionnels. Ça va plus loin, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on apprend, beaucoup d'investigations, beaucoup de gens qui sont extrêmement, enfin pour moi, que j'admire énormément, très, très compétents en la matière. Moi, je suis très humble par rapport de ces gens-là, parce que je trouve que c'est tellement des sujets extrêmement, pas compliqués, mais quand même vastes. Faut creuser l'affaire, quoi.
Mais c'est passionnant en même temps, j'adore. Et quand on est branché là-dedans, après c'est comme un espèce de... Ça s'ouvre et puis il y a des tas de trucs qu'on aborde et qui sont passionnants complètement. Alors je parle, moi je suis pas du tout religieuse au sens religieux du mot. Hein. Je pense que les religions malheureusement ont été un peu trop, disons, galvaudées par les humains et que on met ça de côté, quoi. Ça on verra plus tard quand on sera de l'autre côté, mais pour le moment je considère moi qu'au point de vue humain voilà, de la Terre, on a notre évolution à faire et qu'on a d'autres vies à vivre. Moi je suis intimement persuadée que l'âme justement évolue, hein, bah ça maintenant je pense que beaucoup de gens l'admettent, et qu'on a eu des vies antérieures sans doute, et qu'on continue notre chemin. Une fois qu'on aura accompli, enfin ça peut durer longtemps, notre évolution, bah, on arrivera peut-être à un nirvana bienvenue. Voilà. Mais ça, on saura ça quand on sera passé de l'autre côté. On a le temps. Donc pour vous, on sait quand on a accompli notre évolution, oui. Une fois de l'autre côté, justement? Bah on sait, peut-être pas tout de suite, mais on attendra le temps qu'il faut pour le savoir, quoi. Puisque si on doit renaître plusieurs fois, bah, on a encore un peu de la marge quand même, hein, on verra bien. Le tout, c'est de profiter des lumières de gens beaucoup plus au fait que je ne le suis, pour justement les écouter et entendre ce qu'ils disent et profiter de leur, voilà, de leur connaissance, de leur science et tout ça. Et ça, j'admire énormément ces gens-là. Concernant les capacités psy, votre mère, ouais, vers la fin de sa vie, a commencé à avoir des fantômes. Oui. Ma fille aussi est assez branchée, médium. Mais vous dites que non, pas malheureusement. Ah non, je regrette, hein, mais bah, d'après les légendes, ça saute, quand il y a dans des familles comme ça, des dons particuliers, ça saute une génération. Donc comme j'avais mon arrière-grand-mère qui était dans cette situation, ma mère, ma fille, moi j'ai passé à travers. Mon arrière-grand-mère, la pauvre, bah, comme souvent à cette époque-là, on la prenait un peu pour une folle, quoi, pour la sorcière du coin, parce qu'elle avait des flashs comme ça qui lui arrivaient. Mais après, quand ce genre de dons concerne des gens beaucoup plus proches, comme ma mère ou ma fille, c'est vrai que là, il n'y a pas de doute à avoir. En plus, je constate que ces dons-là sont assez durs à gérer. Hein. Je vois que ma fille, par exemple, elle a été assez perturbée. Sauf que ça lui est arrivé jeune, en plus, elle n'avait pas encore 20 ans, c'était assez perturbant pour elle, parce que c'était pas du tout dans la normalité, quelque part. Et ma mère aussi, elle en revenait pas, parce qu'elle me dit, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi, elle comprenait pas ce qui lui arrivait, quoi, elle comprenait pas pourquoi ça lui tombait dessus à elle. Même si pas d'aventure, ça aurait pu lui venir de sa grand-mère à elle, mais bon, malgré tout, pour elle, c'était assez perturbant aussi. Mais bon, elle s'en est remise parce qu'elle était plus âgée. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant, quoi, de constater surtout quand on est sûr de la véracité de l'affaire. C'est pas des choses comme ça, des choses inventées. On sait que si ça vient de la famille, c'est vrai. Il y a des gens qui en sont extrêmement sensibles justement à l'au-delà, à tout ce qui se passe de l'autre côté, et qui peuvent avoir des contacts avec les défunts. Donc c'est quand même passionnant en même temps. Vous avez adhéré à l'ADMD, oui. l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Vous en parlez très bien dans votre livre. Oui. D'ailleurs, des personnes que vous connaissez qui ont fait appel à l'euthanasie. Plusieurs. Et est-ce que vous pensez que c'est un moyen de contrôler sa mort, finalement, plutôt que d'attendre ? Bien sûr. Bah, je pense que d'abord, c'est scandaleux de refuser à quelqu'un, comme on dit tout en rigolant, j'ai pas demandé à venir au monde. Et je voudrais qu'on puisse justement demander à venir à la mort. Parce que je veux dire, quand il y a des vies, bah là en ce moment il y a ma belle-mère qui a 98 ans, qui est dans une situation horrible, mais horrible. C'est-à-dire que quand la personne arrive à un stade où ça redevient un bébé, quoi, à tous les niveaux, c'est insupportable pour une personne qui a été flamboyante, magnifique. Alors pour les enfants et l'entourage, c'est atroce, mais pour elle, c'est encore pire, parce que surtout quand elle s'en rend compte, comme c'est son cas. Et de lui refuser de partir, c'est monstrueux, je trouve ça scandaleux. Parce qu'en plus, on a l'impression d'être à la traîne avec les autres pays, je veux dire la Belgique, la Suisse, le Luxembourg. Depuis que la loi est passée, ils vivent très bien, et c'est pas pour autant que les gens meurent en masse, hein, du tout. J'en ai parlé avec beaucoup de gens qui ont accompagné des gens mourir, et ça se passe toujours vraiment dans la sérénité, la douceur, quoi. Il n'y a pas de
de violence, il n'y a pas tout ça. Donc il faut vraiment qu'à un moment donné, on nous laisse le choix, c'est quand même pas compliqué, de mourir quand on voudra. Vous défendez avec beaucoup de ferveur aussi les animaux et le végétarisme. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Ah bah moi les bêtes, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours été entourée d'animaux. Les animaux sont tellement, nous donnent tellement sans rien exiger en retour que c'est un grand... Ça fait du bien. Vous êtes depuis combien de temps végétarienne? Alors là, ça va faire 30 ans. Il y a 30 ans, c'était moins bien perçu. Oui, et puis on avait beaucoup moins de choix dans l'alimentation. Hein. On s'imaginait que végétarien, c'était manger 3 haricots verts et 2 bouts de carottes, quoi. Donc évidemment, c'était un peu limité. Et puis maintenant, on a la chance quand même d'avoir dans les magasins bio, les magasins, même les supermarchés, on a la chance d'avoir un éventail de produits en tout genre délicieux. Et je me suis rendu compte, je me dis, mais comment on peut, par la suite, quoi, quand j'ai arrêté de manger de la viande, je me suis dit, mais comment on peut avaler un bout de cadavre d'une bête qu'on a tuée et surtout qu'on a élevé dans le but de le tuer pour le manger? Surtout pour rien, quoi, parce que ça fait pas de bien ni pour la santé, surtout pas pour la planète. Il n'y a aucun intérêt, quoi. C'est-à-dire que on tue ces bêtes pour rien, par habitude, parce que la civilisation veut ça, parce que... Alors bon, je dis pas, même mon grand-père était chasseur, hein, il allait tuer son lapin ou tout, mais bon, c'était une autre époque. Ils étaient contents, ils étaient des gens modestes, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils étaient bien contents de ramener le lapin le dimanche que ma grand-mère préparait, ou le faisan, ou quoi que ce soit, quoi. C'était quand même de la nourriture importante, mais là on n'en est plus là, je veux dire, on a les magasins, tout ce qu'on veut, je vois pas, la chasse, c'est un truc qui me paraît mais une aberration totale, quoi. Je vois pas l'intérêt, il n'y a aucune raison, je voudrais qu'on me donne une bonne raison de pourquoi on mange les animaux, il n'y en a pas. C'est une habitude, une tradition, c'est que ça. Donc quand on sera débarrassé de ça, ça ira beaucoup mieux, et pour la planète, et pour les gens. Vous avez justement donné de votre personne pour sauver des animaux. Par exemple, des chiens auprès d'un chasseur. Oh oui, oh là là, on a failli mourir. Hein. Ah oui, ça a été Vous avez été à Lyon exprès pour Oui, pour ça, oui. Bah, c'est mon ami Stéphane Lamarre, là, que j'ai vu tout à l'heure, qui m'entraîne dans des trucs pas possibles, quoi. Il m'annonce des horreurs qu'il a. Alors il me dit, tu sais, il y a une vingtaine de chiens qui sont enfermés dans des conditions épouvantables, des chiens de chasse, en pleine forêt, il n'y a rien, en plein champ, et ils n'ont rien à bouffer, ça, et on va sur place pour constater, et là on assiste à des horreurs, mais pas possible, quoi. Et évidemment, on essaye de libérer les chiens, de les faire adopter, on va les mettre dans des refuges, etc. Et là, on se heurte aux chasseurs qui ne sont pas du tout d'accord parce que c'est leur chien. Il y avait une chienne avec des petits, il y en a qui étaient morts, enfin, mais des trucs épouvantables, atroces, quoi, en plein hiver, avec un froid polaire, enfin, tout à l'avenant. Mais j'ai eu un peu la trouille parce que le chasseur, il n'était pas vraiment d'accord avec moi. Heureusement, la gendarmerie est arrivée, ouf, là, on les a accueillis, alors là, et tout a été réglé. Et là, d'un coup, on a vu les chasseurs tous devenus gentils. Non, messieurs, vous inquiétez pas, tout va bien. Oh, des faux culs comme pas un, mais c'était incroyable. Ah ouais, jusqu'au bout, hein. Sale race, malheureusement. Vous pratiquez le jeûne aussi. Oui. Et comment ça a pu transformer votre vie? Ah, ça fait du bien, ça c'est un bon coup, le jeûne, oui. C'est des bons plans. Ben, c'est court, hein, c'est une semaine par an. Bon, ben voilà, on essaye d'aller dans des endroits ensoleillés, dans le midi, entouré de gens qui pratiquent aussi le jeûne. Maintenant, il y a toute une chaîne, ça s'appelle Jeûne et Randonnée, qui est formidable sur Internet. C'est un peu dur au début, il faut reconnaître, c'est un effort à faire. Parce que tout d'un coup, on n'est plus du tout dans la normalité. On fait quand même des jus de fruits, des trucs comme ça, on fait pas un jeûne. J'ai fait des jeûnes hydriques qu'à l'eau, mais c'est quand même plus dur. On est dans d'autres dispositions, on est plus au ralenti, on est tranquille, on se repose beaucoup, on marche aussi. S'il y a de l'eau pas loin, bon, on va se baigner. Quand on fait une semaine de jeûne, après, mais on a l'impression d'avoir perdu 10 ans, quoi. On est d'un bien, on a l'impression d'être nettoyé de l'intérieur, quoi. Tout, ça fait beaucoup de bien, ouais. C'est un très bon plan, le jeûne, très bien. Vient le moment de la dernière question. Ah. Qu'est-ce qui vous rend la plus heureuse dans votre vie? Qu'est-ce qui me rend la plus heureuse? Alors là, c'est pareil, c'est une question piège à l'appel. Non, moi, ce qui me rend heureuse, c'est justement d'arriver à être au sein d'une famille et d'un métier où ça se passe bien, quoi, où il n'y a pas d'affrontement, où tout le monde est bien, tout le monde est content. Enfin, on essaye de faire tout pour ça, quoi. Que ce soit
Alors moi, bon, le métier c'est différent parce que maintenant j'arrive à un âge où, heureusement d'ailleurs, j'ai plus besoin d'intriguer ou de faire quoi que ce soit pour réussir, entre guillemets. Donc c'est déjà une grande chance déjà d'avoir un peu tout ce qu'on a pu accumuler derrière soi et de continuer à en vivre, ce qui est merveilleux. Mais surtout d'avoir une famille qui, elle, est bien, quoi, est bien dans sa peau. Alors j'ai des petits-enfants, les enfants, tout ça, et chacun a trouvé sa voie, ce qui est quand même formidable, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et eux, ils ont la chance d'avoir pu faire un métier qu'ils aiment, avoir des partenaires qu'ils aiment, avoir des enfants, et ça, autour de nous, en plus, l'avantage, c'est qu'on habite tous au même endroit, ici, donc on s'entraide beaucoup. Et, que ce soit par des parents, de nous, enfin je veux dire, on essaye de ne pas se lâcher, quoi, d'avoir un contact permanent. Et en plus on rigole bien, ça c'est important, on se marre bien entre nous. J'avais créé une petite pièce là il y a quelques années, et on l'a joué avec toute la famille, avec mes enfants et leurs compagnons à chacun, et on a joué 2 ans d'affilée. Cette expérience a été très très positive, vraiment, on s'est bien régalé. Donc je mesure à quel point j'ai cette chance folle d'avoir construit une famille heureuse. Ça c'est génial.